Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à la Birmanie. Des changements politiques majeurs ont lieu dans ce pays, qui est directement voisin de l'Inde et de la Chine. Donc faisons un petit peu connaissance avec ce pays qui se nomme désormais officiellement Myanmar et voyons où en est la marche vers la démocratie. La Birmanie se trouve au carrefour de 3 ensembles. Le sous-continent indien à l'ouest, par le voisinage du Bangladesh et de l'Inde, le monde chinois au nord-est, frontalier avec la province du Yunnan, et l'Asie du Sud-Est, avec le Laos et la Thaïlande. Elle a près de 2000 km de côte qui donnent sur l'océan Indien, et plus particulièrement sur le golfe du Bengale au sud-ouest et la mer d'Andaman au sud. La Birmanie est le plus grand des États d'Asie du Sud-Est, avec 676 000 km², soit à peu près la superficie du Texas ou encore celle de l'Afghanistan. L'Irrawaddy, c'est le grand fleuve de la Birmanie, long de plus de 2000 km. Il forme un vaste delta sur la mer d'Andaman. Et avec la Salween, ce sont là 2 voies de transport vitales pour le pays. Au centre du pays, on trouve une grande plaine qui s'étend du nord au sud sur environ 1000 km de long, et elle est comme cernée par un haut plateau et plusieurs chaînes de montagnes. Alors cette géographie physique dicte la géographie humaine, c'est-à-dire la répartition des populations. La Birmanie compte 55 millions d'habitants en 2012. Le chiffre n'est pas très précis, car il n'y a pas eu de recensement national depuis 1983. Dans la plaine centrale vit l'ethnie birmane, soit 68% de la population. C'est l'ethnie dominante, depuis toujours au pouvoir dans le pays. Ils sont bouddhistes et parlent le birman. Et ceux que l'on nomme minorités ethniques représentent plus de 30% de la population. Et là, on trouve l'ensemble des ethnies Shan, les Wa à l'est, le long de la frontière chinoise, les Kachin au nord, majoritairement chrétiens, les Karen au sud-est, qui comptent également des chrétiens, les Mons au sud, et enfin les Arakanais et les Chins à l'ouest. Ces minorités vivent, elles, dans les montagnes, où la végétation tropicale est dense, donc ce sont des territoires difficiles à pénétrer et à contrôler. Il faut également mentionner l'ethnie des Rohingyas. Depuis longtemps, ces musulmans sunnites sont victimes du sentiment anti-musulman qui prédomine dans le pays. Les Rohingyas vivent à la frontière du Bangladesh. Alors assimilés aux Bangladeshis par les bouddhistes, leur nationalité birmane leur a même été retirée en 1982. Ils sont donc considérés comme des immigrants illégaux et souvent tenus d'exécuter du travail forcé, notamment dans les chantiers publics. Les Nations Unies en parlent d'ailleurs comme de la communauté la plus persécutée au monde. On le voit, la Birmanie est bien une mosaïque ethnique. 89% de la population est bouddhiste, 4% de musulmans, 4% de chrétiens et 1% animistes. Cette répartition des groupes ethno-linguistiques sur le territoire a dicté le découpage administratif. Les populations d'ethnie birmane sont administrées en 7 divisions au centre du pays, et les groupes ethniques non birmans vivent dans 7 États périphériques. Donc la Birmanie fonctionne un peu, en théorie, comme un État fédéral. Et ce découpage administratif est l'héritage direct de la colonisation britannique. Après 1885, la Birmanie est intégrée à l'Empire britannique des Indes, ce qui entraîne la fin de la royauté birmane et met ainsi un terme à la domination qu'exerçaient les Birmans sur les autres populations. En 1937, elle est détachée de l'Empire britannique des Indes et devient une colonie anglaise à part entière. 10 ans plus tard, en février 1947, un accord est signé entre Aung San, qui est le père d'Aung San Suu Kyi et héros de l'indépendance, et des représentants des ethnies Chin, Kachin et Shan. Cet accord garantit aux minorités un certain degré d'autonomie au sein d'une fédération appelée Union de Birmanie. C'est l'accord de Panglong, dont vous voyez ici le texte, mais le général Aung San est assassiné quelques mois plus tard, ce qui favorise le retour au pouvoir des nationalistes birmans. Lorsque la Birmanie devient indépendante en janvier 1948, les promesses d'autonomie se sont envolées. Certaines minorités, comme les Karen, entrent alors en rébellion contre le pouvoir central. L'accord de Panglong ne sera en fait jamais mis en œuvre. En 1962, le coup d'État du général Ne Win instaure un pouvoir centralisateur fort qui refuse aux minorités le droit à la sécession
et se sert du bouddhisme comme ferment d'unité nationale. Alors ce coup d'État marque le début de la dictature militaire et génère deux formes de résistance dont je voudrais vous parler. D'abord la résistance armée des minorités ethniques. Vous voyez ici la zone de combat des rebelles Kachin, encore aujourd'hui, la zone d'implantation de la rébellion Oua, la zone d'activité de la résistance Shan. C'est justement dans l'État Shan, durant l'été 2009, que l'armée birmane a mené une offensive pour reprendre le contrôle des territoires, et plus particulièrement dans la région du Kokang, contre les forces de la minorité Kokang qu'elle a écrasées en quelques jours. Ces combats ont contraint plus de 30 000 Shan à se réfugier de l'autre côté de la frontière, dans la province chinoise du Yunnan. Plus au sud, les Karen ont eux aussi été la cible d'une opération militaire en 2009. Vous voyez ici les camps qui abritent sur le sol birman les dizaines de milliers de villageois Karen déplacés par les combats. Et en 2011, cette fois sur le sol thaïlandais, on comptait environ 150 000 réfugiés Karen dans les camps que vous voyez là, le long de la frontière. Eh bien, au final, l'armée birmane a réussi à affaiblir considérablement la rébellion. La junte a fait construire une nouvelle capitale à 380 km au nord de Rangoon, plus au centre du pays par rapport à Rangoon. Elle se nomme Naypyidaw, la ville des rois, inaugurée en 2006. Elle est plus proche des États Shan, Kachin, Chin, Karen, Kaya, ce qui permet de renforcer le contrôle sur les groupes armés issus des différentes ethnies. Voyons maintenant la deuxième forme de résistance, celle qui s'incarne depuis longtemps dans le mouvement d'opposition démocratique et plus particulièrement dans la figure de Aung San Suu Kyi. De retour dans son pays en 1988, elle s'insurge contre la répression des manifestations étudiantes. En septembre, après le renversement du général Ne Win, Aung San Suu Kyi fonde la Ligue nationale pour la démocratie avec plusieurs autres personnalités. En 1989, la nouvelle junte militaire échange le nom de Birmanie pour celui de Myanmar, d'origine birmane ancienne. En 1990, des élections libres offrent 80% des suffrages à la LND, mais le scrutin est annulé et Aung San Suu Kyi est assignée à résidence. Elle devient prix Nobel de la paix en 1991. Libérée en 1995, elle est de nouveau arrêtée en 2000, jusqu'au début de la politique d'ouverture du régime, qui la libère le 13 novembre 2010. Et quelques mois plus tard, en mars 2011, la junte militaire est dissoute. Alors ces événements marquent le début d'un très grand nombre de changements dans la politique du pays que je voudrais résumer, et le calendrier a été très rapide. Le nouveau président réformateur, l'ancien général Thein Sein, forme un gouvernement composé de militaires et de civils. Des progrès démocratiques, nombreux, rapides, se succèdent. La population est autorisée à se syndiquer, à faire grève, à manifester. Des centaines de prisonniers politiques sont libérés. Puis, après sa victoire aux élections législatives partielles du 1er avril 2012, Aung San Suu Kyi entre au Parlement. Son parti, la LND, a remporté 43 des 45 sièges mis en jeu. Cependant, il reste minoritaire à la Chambre basse, où il ne représente que 7% des sièges. Enfin, en août 2012, la censure qui pesait sur les médias depuis un demi-siècle est abolie. Des sujets restent tabous, comme les conflits entre l'armée et les rebelles, ou encore le budget de la défense. Le nouveau gouvernement amorce aussi des négociations avec les guérillas ethniques. Un accord de cessez-le-feu est signé en 2012 à Mpa'an entre le gouvernement birman et la branche armée de l'Union nationale Karen, la principale rébellion de la minorité Karen. Elle restait jusque-là le seul groupe rebelle important n'ayant jamais signé d'accord de paix avec les autorités centrales, et cette entente met ainsi fin à l'une des guerres civiles les plus anciennes de la planète. Les cessez-le-feu préliminaires sont conclus avec une dizaine de groupes, parmi lesquels les Shan, les Chin, les Mon, les Wa. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Thein Sein a évoqué l'idée d'un nouvel accord de Panglong, à l'image de celui qui avait été signé par le père d'Aung San Suu Kyi en 1947, parce que dans l'imaginaire politique birman, Panglong est resté comme un modèle à atteindre. Alors pour qu'une seconde conférence de Panglong puisse aboutir à une paix durable, à une sorte de réconciliation nationale,
Il faudrait que cela concerne l'ensemble des groupes ethniques de la Birmanie. En tout cas, la paix avec les minorités, c'est une condition à la levée des sanctions commerciales qui sont appliquées depuis longtemps par les pays occidentaux. Donc là aussi, le régime birman essaye de faire lever ce blocus relatif. Donc au fond, qu'est-ce qui a fait basculer la junte militaire birmane qui était au pouvoir depuis tout de même 40 ans? L'usure, les rivalités internes pour le pouvoir, l'efficacité des sanctions commerciales, l'influence et la présence trop grande de la Chine sur le pays, donc le besoin d'un contrepoids. Alors c'est ce que j'étudierai dans un prochain numéro, car il y a une compétition entre l'Inde, la Chine et les États-Unis désormais autour de la Birmanie. En tout cas, deux choses semblent sûres aujourd'hui. Les lignes politiques ont vraiment bougé en Birmanie et Aung San Suu Kyi estime désormais, je la cite, qu'il n'y aura pas de retour en arrière dans la transition politique. Alors sur ce pays, je vous conseille déjà 2 livres, tous les deux édités chez Fayard, de Renaud Aigretot, Histoire de la Birmanie contemporaine, et puis une conversation, un dialogue entre Aung San Suu Kyi et Alan Clements, Ma Birmanie, donc aux éditions Fayard, collection plurielle. Et puis n'oubliez pas de lire ou relire La vallée des rubis de Joseph Kessel, qui se passe en Birmanie, et bien sûr Une histoire birmane du grand écrivain britannique George Orwell.